Bien, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir d'accueillir cet après-midi Monsieur Paul Christophe, député de la 14e circonscription, Monsieur Jean-Pierre Decolle, sénateur du Nord, Monsieur Sonny Claquer, maire de Grand-Fort-Philippe et vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, Monsieur Patrick Odonne, conférencier, accompagné de Madame Catherine Hélin, Monsieur André de Mazières et sa fille André. Merci d'être là. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis du conseil municipal, avant de vous présenter notre conférencier, j'aimerais remercier Madame Valérie Chevalier, directrice de la médiathèque, pour son implication, Monsieur Willy Neckelmann pour son aide, et Monsieur Del Pozo pour la captation vidéo. Bien. Donc, Monsieur Patrick Odonne, président de la Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie, docteur en histoire, membre de la commission historique du Nord, président de l'association régionale Nord-Pas-de-Calais pour la mémoire des conflits contemporains. Là, je vais dire quelques livres que vous avez écrits, mais je pense que je vais en oublier. Auteur des batailles autour du Beffroi, en 1979, La longue nuit des francs-maçons du Nord en 1988, Gravelines et Grand-Fort-Philippe en 1998, Dunkerque l'extrême 39-40, Dunkerque et la Flandre maritime, un drame de la résistance dunkerquoise, donc vous pouvez regarder quelques affiches que j'ai vues ici, le journal du vice-amiral Friedrich Fredius, qui est également là, sur les chemins de la libération dunkerquoise 44-45, et également co-auteur avec Thierry Leleu, agrégé d'histoire, sur Albert d'Anvers, politique passion. Je m'arrêterai là. Je pense que j'ai certainement oublié beaucoup d'œuvres que vous avez pu écrire, mon cher Patrick, et je vais vous laisser la parole. Merci Hervé. Monsieur le sénateur, je commence toujours par la Haute Assemblée. Pas les plus vieux. Monsieur le député, monsieur le maire. Eh bien, écoutez, c'est avec le plus grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Sonny, qui m'avait déjà invité il y a bien des années, ça devait être en 2006, à produire une conférence qui portait sur la résistance également, en Flandre maritime et dans le Nord-Pas-de-Calais plus largement. Donc je vais, depuis 2006, les recherches en archives ont permis, je dirais, d'alimenter d'une façon un peu plus conséquente le propos que je vais vous délivrer cet après-midi, en vous disant d'abord que la résistance en Flandre maritime, le thème de mon intervention, se limite aux résistants qui ont résisté en Flandre maritime sur notre territoire. Je ne parlerai pas des résistants qui ont résisté ailleurs, dans toute la France, et je ne parlerai pas non plus il y a plus de 150 marins du littoral dunkerquois qui ont rejoint Charles de Gaulle et la France libre. Donc cela, je n'en parlerai pas. Je voudrais concentrer mon propos sur les différents réseaux qui ont été actifs dans cette région littorale qui couvre finalement le territoire grosso modo de la communauté urbaine de Dunkerque actuelle, c'est-à-dire de Brédune à Grand-Fort-Philippe. Alors les faits sont pour la plupart connus.
On sait qu'ils ont engendré des tragédies, des martyrs, mais c'est un sujet qui demeure très complexe parce qu'il y a eu beaucoup de formes de résistance, il y a beaucoup eu de sensibilités qui ont animé cet engagement contre l'occupant nazi, et c'était pas facile parce que j'ai l'expérience, notamment Hervé l'a rappelé, j'ai présidé pendant de nombreuses années l'association Mémor, et cette association avait pour but principal de mettre autour d'une table des résistants qui ne s'étaient pas parlé depuis la guerre. Et quand je vous dis que cette association fonctionnait à partir de 1980, c'était un exploit de mettre autour d'une table des résistants qui étaient gaullistes, qui étaient socialistes ou affiliés à la CFIO, et des résistants communistes, qui avaient tous œuvré sur le territoire dans des formes différentes, mais qui politiquement s'étaient séparés et ne s'étaient plus jamais parlé. Donc c'est un sujet qui est assez complexe, et c'est un sujet aussi qui est, je dirais, au niveau de l'analyse, handicapé par le non-dit. Le non-dit et le manque d'archives. Par définition, la résistance était clandestine, et les rapports n'étaient pas forcément dressés, et les pièces d'archives, eh bien, elles restaient dans les mémoires, mais elles n'étaient pas couchées sur le papier. Je voudrais rappeler le contexte particulier du Nord-Pas-de-Calais, parce que le Nord-Pas-de-Calais a été une grande terre de résistance. D'abord, il y avait cette haine de l'allemand, qui était héritière du premier conflit mondial. Un premier conflit mondial au cours duquel la région avait été au cœur des combats, en particulier sur l'île, avec des territoires occupés, le sud du département du Nord, et également terre de résistance parce que il y avait une anglophilie qui était bien ancrée, et qui était, elle, héritière de la présence de l'engagement des troupes britanniques sur son territoire durant la Grande Guerre. Alors ce qu'on peut appeler cette culture de guerre, en quelque sorte, a été ravivée en 1940 par la situation que connaît notre région après la défaite des Alliés. Les deux départements, j'ai une fâcheuse tendance à oublier de passer les photos. Voilà. Les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais sont rattachés au commandement militaire de Bruxelles. Et ce sont deux départements qui, durant les 2 premières années de la guerre, sont susceptibles d'être rattachés directement au Reich. Bon, par chance, Hitler a changé d'avis. Il faut rappeler également la situation géographique de notre territoire, qui est proche de l'Angleterre, une Angleterre qui est l'ennemi la plus tenace des nazis. Voilà, j'ai trouvé le bon bouton, ça va aller mieux. Donc notre région est de ce fait une zone de guerre permanente, qui est fréquemment bombardée par les Alliés. Dès le mois de juillet 1940, car s'engage alors la bataille d'Angleterre, s'engage aussi du côté des Allemands la préparation de l'opération Lion de mer, qui vise à débarquer en Angleterre. C'est une région qui connaît une occupation qui est massive en termes d'effectifs des troupes ennemies. En plus,
Tout le littoral est déclaré zone rouge, c'est-à-dire qu'il y a des interdits de circulation pour les civils, des réquisitions de main-d'œuvre pour la construction d'ouvrages fortifiés, et il y a également d'énormes ponctions sur les productions industrielles. Alors maintenant, je vais essayer de vous dresser une trame de la résistance dans notre région. Tout ce contexte que je viens de vous décrire va générer une résistance très précoce qui va s'amplifier, qui va s'étoffer. Et il y a des chiffres qui témoignent et qui permettent de quantifier ce phénomène et qui constituent également le bilan d'une tragédie. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 5700 personnes, dont 477 femmes, ont été déportées en Allemagne par mesure de répression. Alors il faut ajouter aussi à ces 5700 personnes les 1772 juifs qui ont été déportés dans le cadre de la solution finale vers les camps d'extermination. C'est une résistance qui est précoce. Elle commence dès juin 1940 par des actes individuels qui visent à sauver de la captivité un certain nombre de soldats français ou de soldats britanniques qui n'ont pas pu embarquer à Dunkerque. Et il va se produire une infiltration des services spéciaux britanniques qui vont mettre en place des filières, notamment pour exfiltrer des pilotes qui sont tombés soit en Belgique, soit en Flandre française. Ces pilotes sont assez nombreux, et je dirais qu'à l'époque, un pilote, ça n'a pas de prix pour les Anglais. Parce qu'ils sont en train de former d'autres pilotes pour la bataille d'Angleterre, et ils ont besoin des pilotes confirmés, y compris ceux qui ont été abattus, qui sont susceptibles d'être prisonniers. Donc les Britanniques ont aussi une activité soutenue en matière de renseignement. Les résistants français vont accumuler les informations, ils vont les transmettre aux Britanniques, sans savoir d'ailleurs s'ils travaillent pour De Gaulle ou pour les Anglais. Enfin, cette année, il y aura une année qui sera décisive, ce sera l'année 1943, car le Nord-Pas-de-Calais va devenir, à cette époque, une zone stratégique. Les Alliés vont multiplier les bombardements pour essayer de faire croire aux Allemands, et ils vont y réussir d'ailleurs, que le débarquement va s'effectuer sur les côtes de notre région. D'autre part, on est dans un contexte où la construction du mur de l'Atlantique est accélérée en 1943. Il y a des grands chantiers, des grands ouvrages qui sont dressés par les Allemands, notamment pour accueillir les armes nouvelles, V1, et il y a pas mal de rampes de V1 en Flandre intérieure, mais aussi les V2 et les fusées A4, d'où le complexe de la coupole de Luzerne et le blocos d'Épernay. Alors, je me suis trompé en info. « 1943 est aussi une date charnière dans la mesure où c'est l'institution du service du travail obligatoire qui a conduit à l'engagement dans la résistance de nombreux jeunes gens qui souhaitent bien sûr échapper au départ en Allemagne et au travail dans les usines du Reich. Donc ce contexte va expliquer la recrudescence de l'activité résistance dans le domaine du renseignement. Cette activité de renseignement est menée par plusieurs réseaux franco-britanniques, c'est le cas du réseau Alliance à Dunkerque,
des réseaux belges, un réseau belge qui s'appelle Zéro France, ou des réseaux qui sont sous l'autorité et sous le contrôle des services secrets de la force libre, c'est-à-dire le BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action. À la même période, surtout à partir de 1942, la résistance communiste va être assez active, et il y aura aussi La Voix du Nord, le journal clandestin, qui va afficher ses sentiments gaullistes, et aussi Libération Nord, qui va regrouper des résistants de sensibilité socialiste. Les communistes ont leur propre organisation. La formation la plus puissante est l'OCM, c'est-à-dire l'organisation civile et militaire, qui est d'obédience gaulliste. Elle est très bien implantée au plan régional et elle va également s'implanter fortement dans l'arrondissement de Dunkerque et travailler conjointement avec un autre réseau qui s'est mis en place et qui s'appelle le réseau Voix du Nord. C'est pour ça que dans bien des écrits, on identifie les résistants OCM, Voix du Nord. Alors cet accroissement des effectifs de la résistance aura pour corollaire, bien entendu, le renforcement et la traque qui est opérée par les polices allemandes. La plus redoutable de ces polices allemandes est l'Abwehr, qui est le contre-espionnage de l'armée allemande, de la Wehrmacht, qui est dirigé par des spécialistes, et des spécialistes qui sont extrêmement performants. L'Abwehr va réussir à pénétrer la plupart des organisations de résistance. Comment? Tout simplement en y infiltrant des agents, des Français, hommes, mais surtout des Françaises, que les Allemands vont rémunérer, et qui pour la plupart n'agissent pas par intérêt, mais simplement n'agissent pas par idéologie, pardon, mais par intérêt financier. Il faut bien comprendre que dans une région que vous voyez sur les photos, une région qui est quand même très détruite en 1940, le seul endroit où les résistants peuvent se réunir, eh bien, ce sont les cafés. Dans un appartement, dans une maison, ça fait trop d'aller et venir, tandis que entrer dans un café, c'est anonyme, dans un bistrot, c'est anonyme. Et il est très facile pour les Allemands d'introduire dans ce bistrot une femme qui va séduire un résistant, s'intégrer au groupe et faire un rapport ou simplement dénoncer à l'Abwehr ce regroupement de résistants qui va amener à des arrestations et à des déportations. Alors il faut considérer qu'à la veille du débarquement, toutes les organisations de résistance ont été décapitées par les Allemands sur le littoral dunkerquois. Elles ont été démantelées entre la fin 43, c'est notamment la dernière rafle de gens de l'OCM, date de septembre 1943 à Bourbourg notamment, et ça implique l'extrême faiblesse dans laquelle se trouve la résistance au moment du débarquement le 6 juin 44, au moment de la libération de la Flandre en septembre 44, et ça explique aussi un certain nombre de drames qui se sont produits. J'y reviendrai. Alors le premier acte de résistance dans la région dunkerquoise, c'est un acte de résistance armée. Ça se passe à la cité des Cheminots, à Saint-Paul-sur-Mer. Les Allemands rentrent dans la ville. Cet ancien combattant de 14-18 prend son fusil de chasse et abat
un sous-officier allemand. La réplique, elle est immédiate. Son fils est également tué. La maison est incendiée par les troupes allemandes. Leurs corps vont rester des semaines dans le jardin, et la mention de leur décès à l'état civil ne sera actée qu'en 1941. Le premier groupe qu'on peut identifier, c'est le groupe qui s'appelle Malo Dunkerque. C'est un réseau franco-britannique qui illustre d'ailleurs la précocité de cette résistance. Alors son chef, c'est Henri Gugelot de Saint-Stéban. C'est un homme mûr, 65 ans, également ancien combattant de la Grande Guerre. Dès juin 1940, il s'attache à faire évader des prisonniers de guerre français en leur fournissant de l'argent, des vêtements, des vivres. Et en octobre 1940, il va fonder un groupement de résistance qui va prendre le nom de Malo Dunkerque Action Liberté. Et c'est un groupe qui est chapeauté par l'intelligence service. Alors comment fonctionnait l'intelligence service? C'était très, très simple. Il y avait des agents britanniques qui parlaient couramment le français, qui repéraient des gens susceptibles d'eux et qui leur donnaient un certain nombre de consignes qu'ils mettaient en œuvre. Alors c'est un groupement qui est spécialiste dans le renseignement, qui organise une filière pour le départ des volontaires susceptibles souhaitant rejoindre les forces françaises libres. C'est un groupe qui récupère quelques armes, quelques munitions, c'est pas le plus difficile à Dunkerque. Et c'est un groupe qui va se livrer à quelques opérations de propagande, notamment la diffusion de portraits du général de Gaulle et des insignes de la Croix de Lorraine. Et c'est un groupe qui va également participer à la campagne des V, c'est-à-dire V de la victoire de Churchill, qui sera d'ailleurs repris par les Allemands. Et il y a une photo qui est enfin splendide, c'est pas le mot, mais qui est remarquable. Notamment, c'est une photo de la sous-préfecture de Dunkerque, dont les fenêtres du premier étage sont ornées des V de la victoire qui ont été repris par l'occupant. Et parmi les premières recrues figure le photographe Marcel Petit, Patrice Solingue, Marcel Lombardi et Pierre Malraux. Et il y a une section de ce groupe qui est d'abord formée également à Hasbrouck. Alors, qu'est-ce qu'ils envoient comme renseignement? Tout simplement des rapports sur les travaux qui sont effectués au port de Dunkerque, ainsi que des plans de la gare de triage, et ces plans parviennent à Londres. Alors, bon, je vais pas vous détailler l'activité de ce réseau, mais bon, il y a eu une légende qui s'est installée et qui consiste à dire que tous ces gens ils communiquaient par radio avec Londres, comme s'ils prenaient actuellement un téléphone portable pour téléphoner à Mick Jagger, quoi. Donc c'était pas du tout le cas. Il y avait pas de radio, il y avait pas de poste émetteur sur le littoral dunkerquois. Les renseignements pouvaient parvenir à Lille, où il y avait des postes émetteurs, mais les renseignements en général parvenaient directement à Paris, où ils repartaient sur Londres. Et quand c'était des pièces, des documents, des pièces papier, etc., ça repartait par Lysander sur l'Angleterre. Alors qu'est devenu ce réseau? Eh bien, dès juillet 1941, la GFP, c'est-à-dire la Geheimfeld Polizei,
intervient. Alors, la Geheimfeldpolizei, c'est en quelque sorte la police de sécurité c'est la police de sécurité de l'armée, hein, de l'armée allemande, et c'est en quelque sorte le bras armé de l'Abwehr. C'est-à-dire que c'est pas l'Abwehr qui directement, le contre-espionnage allemand qui directement procède aux arrestations, mais qui délègue les arrestations à la Geheimfeldpolizei. Bon, ils sont arrêtés, ils sont détenus à la prison de Los. Gugelot est condamné à mort le 17 septembre par le tribunal de guerre de la Feldkommandantur 678 de Lille, qui a prononcé énormément de condamnations à mort. Et d'ailleurs, ce jugement est porté à la connaissance ça a bougé. Bon, alors, là où il y a du jaune, c'était leur nom, hein, d'accord? Il a bougé, le PowerPoint. Bon, toujours est-il que sa peine sera commuée en travaux forcés à perpétuité et qu'il sera déporté le 12 novembre 41, incarcéré en Allemagne. Bon, Marcel Petit, lui, est incarcéré à la prison de Los et déporté également, mais il sera rapatrié dans le Nord-Pas-de-Calais pour être fusillé en 42 à Vambrochy. Donc c'est une répression qui est assez féroce. Les autres membres du groupe sont condamnés à diverses peines de prison et sont déportés. Et parmi ces déportés, il y a quelqu'un qui a un nom célèbre, c'est Pierre Malraux, c'est le neveu du grand Malraux, non, c'est pas le neveu, c'est le cousin germain, pardon, de l'illustre André. Ce jeune homme va être condamné à 10 ans de prison, va être incarcéré dans divers établissements pénitentiaires allemands, et il sera libéré en 1945. Mais c'est un personnage qui, vers la fin de sa vie, va se révéler assez fantasque. Il va s'attribuer des actes de résistance parfaitement imaginaires. Il va dire qu'il a traversé 16 fois la Manche avec des Anglais. Enfin bref, il a produit un témoignage qui est absolument pas crédible et qui entache quelque peu la mémoire de la résistance. Je voudrais évoquer aussi avec vous le groupe Évasion, qui intéresse particulièrement Grand Fort Philippe. Alors ce groupe Évasion, c'est un groupe de résistance qui est lié lui aussi à l'intelligence service et qui est dirigé par Raymond Pruvot. Alors Raymond Pruvot est une veuve qui tient un café à Grand Fort Philippe et qui, dès le début de l'occupation, a eu des problèmes avec les Allemands. Elle n'a pas hésité à afficher son hostilité à l'occupant. Et en juillet 1940, elle est arrêtée pour avoir prononcé des propos insultants envers l'armée allemande. Elle a été jugée, elle a été condamnée par un tribunal allemand à 1 an de prison et elle a été incarcérée à la maison de Los. Et quand elle est libérée en mars 1941, après avoir d'ailleurs bénéficié d'une remise de peine, elle est interdite de séjour à Grand Fort Philippe et elle prend alors en gérance le Café de la Paix à Dunkerque. Et c'est dans ce Café de la Paix, dans cet établissement, à son initiative, qu'elle monte une filière d'évasion de pilotes britanniques. Et c'est une filière d'évasion qui sera malheureusement infiltrée par des agents du contre-espionnage allemand. Et c'est le 24 avril 1942 que ce groupe est démantelé. Raymond Pruvot est arrêté, ainsi que son compagnon, qui est alors Maurice Blancard.
Maurice Blanquart, qui n'est autre que le père de quelqu'un que vous avez certainement connu, qui est le père du journaliste Serge Blanquart. Elle est arrêtée ainsi que ses deux fils, Robert et Raphaël, mais sont arrêtés également Raymond et Auguste Finot. Raymond de Pruvot est détenu à la prison de Los et elle est déportée Nachtun-Nebel le 5 août 1942 en Allemagne. Alors, il faut savoir que tous ces résistants qui ont été condamnés à Lille et déportés sont déportés sous le statut Nachtun-Nebel. Alors, Nachtun-Nebel, c'est nuit et brouillard, hein, mais Nachtun-Nebel, ça va bien au-delà. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne rentreront jamais en France, n'auront jamais de retour en France, qui sont appelés à disparaître, tout simplement. Donc, Raymond de Pruvot, elle passe par la prison de Bruxelles-Saint-Gilles. En général, c'était, je dirais, sur le parcours traditionnel de la déportation des gens qui avaient été, des résistants qui avaient été condamnés. Ils partaient du Nord-Pas-de-Calais, ils partaient de Lille. Ils étaient incarcérés à Bruxelles pendant quelques temps, très peu de temps d'ailleurs, une semaine ou deux, et ensuite ils étaient déportés en Allemagne. Donc Raymond de Pruvot, elle a été transférée à Essen. Elle a été placée au secret pendant 10 mois avant de passer réellement en jugement. Elle est accusée d'espionnage, comme tous les résistants qui faisaient du renseignement. Elle est accusée d'avoir hébergé des aviateurs britanniques et elle est condamnée à seulement 3 années de prison. Et elle va connaître, je dirais que c'est peut-être une chance pour elle, elle ne va connaître que des prisons dans le Palatinat, dans le Mecklembourg, et elle va être libérée le 3 mai 1945 par l'armée rouge. Ce qui est aussi ce qu'il faut noter également, c'est que toutes les femmes qui ont été condamnées et qui sont issues du littoral dunkerquois sont toutes rentrées. C'est un miracle, après avoir été soit incarcérées en prison, soit déportées. Alors, lors du démantèlement de ce groupe, les Allemands vont arrêter une semaine plus tard Raymond Finot, qui est un mécanicien de la marine. Celui-ci va être conduit au siège dunkerquois de la GFP, la célèbre, entre guillemets, la connue, je dirais, villa Duflot à Malo-les-Bains. C'est une villa où transitent occasionnellement des résistants pour être interrogés avant leur transfert à la prison de Los. Et le 4 mai 42, Raymond Finot est découvert étranglé dans une des cellules qui a été aménagée dans le sous-sol de cette demeure. Les Allemands vont prétendre que le suspect s'est suicidé. Ce sera également l'avis du commissaire de police de Malo-les-Bains qui lui veut pas de problème. Mais par contre, il va quand même constater que l'intéressé s'est servi de la corde du sommier de sa couchette pour se pendre à un tuyau de chauffage central traversant la cellule. Ce sera pas du tout l'avis du docteur Vautrin, qui est lui le médecin légiste et qui va confirmer le décès par strangulation, tout en relevant d'autres marques de torture qui évacue, je dirais, la thèse du suicide. Alors, Robert Pruvot, si Raymond de Pruvot et Auguste Finot ont survécu à la déportation, c'est pas le cas de son fils Robert, qui est lui aussi déporté Nachtun-Nebel au départ de Lille le 5 août 42.
qui va connaître la prison de Bruxelles-Saint-Gilles, qui va être transféré à Borum en attente de jugement, et qui sera ensuite incarcéré à Essen, où il est condamné à mort. Il va ensuite être conduit dans une prison à l'ouest de Brême, et il va malheureusement être décapité à Dortmund en novembre 1943, le 23 novembre 1943. Donc, Robert Pruvot n'a pas survécu à cette épreuve. Ce sera pas le cas non plus de Maurice Blancard, lui aussi déporté Nachtrunden en 42 au départ de Lille, et qui finalement va mourir d'une septicémie pour une plaie qui n'a pas été soignée. Voilà l'épisode, je dirais, Grand Fort Philippe, Dunkerco, résistance. L'autre réseau de résistance qui est lui beaucoup plus connu, c'est la branche nord du réseau Alliance. Après ces arrestations du groupe Évasion et de la famille Pruvot, il y a un autre réseau qui sera démantelé. Ce réseau a été constitué à la fin de l'année 1941. C'est un réseau qui sera opérationnel vraiment en 1942. Et c'est un réseau qui appartient à la branche nord d'un réseau national qui prendra après le nom de réseau Alliance. Pour l'instant, les événements, quand se situent les événements dunkerquois, eh bien, ce réseau qui est dirigé au plan national par Marie-Madeleine Fourcade, plus exactement Marie-Madeleine Méric qui épousera un Fourcade, eh bien, ce réseau n'a pas de nom à cette époque-là. Alors ce réseau comprend Louis Herbeau, qui est aidé par sa fille André. Louis Herbeau, qui est concierge à l'hôpital de Dunkerque et qui recrute une quinzaine de résistants auxquels sont confiées des missions de renseignement et d'espionnage. Alors, élaboration de plans des zones minées du port, ce qui est important pour les Alliés, des ouvrages construits par les Allemands sur le littoral et à l'intérieur des terres, des sites stratégiques, des mouvements et de l'identité des unités ennemies. Parce qu'il y a beaucoup de... je dirais que les régiments, autant la Kriegsmarine, elle est stable dans la durée, autant les régiments allemands bougent énormément, arrivent à Dunkerque, repartent quelques mois plus tard. Donc il est important pour les Alliés de connaître les unités allemandes qui sont présentes sur le littoral. Alors c'est un réseau qui est démantelé comme les autres pour le compte de l'Abwehr. Et l'arrestation vient en fait d'une autre arrestation qui a eu lieu à Lille. C'est Jean Rousseau, l'arrestation du responsable d'Alliance pour le secteur nord, qui a été incarcéré, qui a été piégé par un mouton qui a été mis dans sa cellule par les Allemands. Et il y a ensuite toute une cascade d'arrestations. 10 novembre est arrêté un colonel de l'aviation à Paris. Ce colonel s'appelle Fernand Alain Michel. C'est un personnage assez trouble, qui s'est bien tiré d'affaire d'ailleurs. Et on se demande toujours pourquoi. Et il y a toute une suite de perquisitions qui sont opérées et la cascade d'arrestations qui intervient. En novembre 42, Jules Lannery, Louis Herbeau, sa fille, l'abbé René Bompin, qui avait rejoint le groupe Herbeau en juin 42 et qui appartenait lui au réseau franco-belge Zéro France. Tous sont arrêtés à Rosendal et il y a d'autres agents qui tombent également.
Pierre Béroy, Paul Véronce, Alexandre Huss, etc. Et quelqu'un aussi que beaucoup d'entre vous ont connu et que moi j'ai beaucoup apprécié, et qui était un ami personnel, c'était Claude Murdod, qui était le responsable de l'édition dunkerquoise de La Voix du Nord, qui a été déporté et qui heureusement est rentré. Tous ceux qui ont été arrêtés ont été conduits à la prison de Los-les-Lilles. Ils ont été placés au secret dans le temps de l'instruction. Louis Herbeau a été torturé au siège de la GFP de la Madeleine. Et en mars 1943, eh bien, ils sont traduits devant un tribunal militaire allemand. Il y a 8 condamnations à mort qui sont prononcées. Et il y a 3 condamnations aux travaux forcés à la déportation. Herbeau, Bompin et Lanneris vont être fusillés au fort de Bondu. Les autres vont être déportés en Allemagne en 1943, où ils vont connaître les multiples prisons et camps. Et comme je vous ai dit pour les femmes du groupe, eh bien, tous ceux qui ont été déportés et qui donc n'ont pas été fusillés, eh bien, vont échapper à la mort et vont pouvoir rentrer à la libération. Alors le démantèlement de ce réseau va susciter bien des interrogations, bien des polémiques aussi après la guerre, notamment à propos de l'attitude de ce colonel à la Michel, colonel d'aviation français, qui a négocié finalement avec les Allemands et qui a, eh bien, avec les honneurs, pu rejoindre Alger. Alors tous les groupes de résistance que je viens d'évoquer sont d'obédience britannique, c'est-à-dire qu'ils sont liés à l'intelligence service. Et il faut savoir aussi que quand un renseignement parvient à Londres, sur par exemple, je sais pas, la construction d'une ligne de Blocos ou d'autres constructions, eh bien, les Britanniques adoptent une stratégie, la stratégie qui est la suivante. C'est-à-dire ils ont repéré le site, ils effectuent un bombardement, et un bombardement qui est très symbolique, parce que, en fait, le bombardement sert à couvrir une opération photographie aérienne qui sert à vérifier les renseignements qui ont été communiqués par les réseaux de résistance. Donc les Britanniques ne vont pas à l'aveuglette, je dirais, ils prennent pas pour argent comptant les renseignements qui leur sont communiqués, ils vérifient tout avec, je dirais, une pratique, la pratique britannique qu'on connaît, quoi. Je passe maintenant à d'autres réseaux qui sont cette fois-ci d'obédience gaulliste. Et ce sont des réseaux qui sont constitués par le BCRA, c'est-à-dire les services secrets de la France libre, et ils sont assez tardifs dans notre région. C'est le cas des formations de l'organisation civile militaire, dont un des acteurs essentiels a été Jean Delvallée, qui est responsable de l'organisation de la région Nord pour cette organisation. Alors c'est un homme qui est brillant, qui est contrôleur d'exploitation à la SNCF à Tourcoing. Dès les premiers mois de l'occupation, il va constituer un premier réseau de résistance cheminot sur l'île, et il va rentrer en contact en 1941 avec le mouvement Voix du Nord, dont il va largement diffuser le journal clandestin à partir de 1941. Alors, Jean Delvallée a été nommé inspecteur divisionnaire à Dunkerque pour la SNCF. Il va recruter énormément. Il va faire de la prospection pour le compte de l'OCM.
Et avec l'aide d'un lieutenant canadien qui a été parachuté, il va organiser des cours d'instruction militaire et d'initiation au maniement des armes, en regroupant des agents de la SNCF. En 1943, il va réussir à faire échapper 3 des 10 aviateurs d'une forteresse volante qui est tombée dans la région de Bourbourg. Il va alerter également les Britanniques sur la construction des rampes de V1 dans la région de Saint-Omer, et il va leur transmettre des plans du mur de l'Atlantique, de la zone de Dunkerque. Alors bien entendu, il est recherché par la police allemande, hein. Il va passer dans la clandestinité et va étendre son activité ensuite à toute la région nord océane, c'est-à-dire la région qui s'appelait la région A, et il va devenir le chef de cette région. Il va apporter également son soutien à d'autres réseaux de résistance, le réseau Zéro France franco-belge, Century, NAP, c'est-à-dire le NAP, c'était un réseau de résistance qui voulait dire noyautage des administrations publiques, c'est-à-dire les fonctionnaires qui s'étaient regroupés pour résister. Et il va continuer à rester en liaison avec l'intelligence service également. Il va être arrêté à Paris en avril 1944. Il va être condamné à mort et il va être transféré à la prison de Brandebourg où il va être décapité comme Robert Prévost au mois de novembre 44. Et parmi les collaborateurs dunkerquois de Jean Delvallée, il faut citer une autre figure dunkerquoise, une autre figure de la résistance dunkerquoise, c'est Édouard de Hulf. Édouard de Hulf qui est un cadre de la raffinerie des pétroles du Nord et qui, après l'entrée des Allemands dans Dunkerque le 4 juin 40, est chargé de diriger une équipe de protection et de gardiennage des installations endommagées à la raffinerie par les bombardements. Et puis il va s'occuper sérieusement des stocks de carburant qui subsistent encore, en donnant le moins possible à l'occupant. Alors il va mener une activité, Édouard de Hulf va mener une activité résistance toujours par le recueil et la transmission de renseignements aux divers réseaux qui commencent à s'organiser. En mars 42, il va travailler avec Jean Delvallée et il va devenir le chef de secteur des mouvements ECM et Voix du Nord. Et puis il va être chargé à l'arrivée des forces alliées de coordonner différents groupes de résistants. Voilà, l'un des derniers chapitres de cette conférence, ce sera la résistance d'obédience communiste. Elle est incarnée par 3 personnages, Lucien Dufuller, Jean-Marie Fossier, Ernest Lannoy. Dufuller, c'est le secrétaire du syndicat des dockers, hein. Je rappellerai quand même que qui était membre du Parti communiste, bien entendu, et il a été, il a commencé à résister en fait après l'invasion de l'Union soviétique. Si des communistes ont résisté dès juin 1940, il y en a une poignée, mais la plupart ont attendu que l'Union soviétique soit envahie par les Allemands pour vraiment se constituer en résistant. Je rappellerai quand même que le Parti communiste est interdit, hein, c'était avant-guerre. Donc, Dufuller va être arrêté par la police allemande en 1942, en même temps qu'une vingtaine de militants communistes de l'agglomération. Et ces militants communistes vont être incarcérés en Belgique, au fort d'Uy. Il faut aussi souligner que l'arrestation de ces militants communistes a été faite par la police française pour le compte, sur ordre du préfet du Nord et pour le compte de l'occupant, pour le compte des Allemands.
Alors, il a un parcours un peu sinueux. Il va être de nouveau arrêté en 43. Il va s'évader. Il va remonter au créneau en mars 1943, où il va être de nouveau arrêté par la police française. Enfin bref, il va être condamné à 3 ans de prison. Il va être incarcéré à la prison de Coincy. Et il va ensuite faire partie des contingents de détenus, parce que les Allemands puisent dans les prisons des détenus pour du travail forcé, pour travailler sur le chantier de construction de bases de V1 ou pour travailler à la construction du monumental blocos des Perlec. Il va réussir à s'évader. Ensuite, il va aller dans le département de l'Aisne, où il va organiser des maquis et il va participer à la constitution du comité départemental de libération de l'Aisne. Alors, il y a un autre personnage que je voudrais évoquer parce que je l'ai bien connu aussi, parce qu'il faisait partie de l'association de l'association de mémoire de l'occupation et de la résistance que je présidais. C'était le communiste Jean-Marie Fossier. Jean-Marie Fossier qui était très repérable finalement parce que il était handicapé, il avait un bras qui ne fonctionnait pas, donc il était il pouvait être vite repéré en raison de son handicap. Bon, c'est un ancien de la guerre d'Espagne. Hein, il avait participé aux brigades internationales. Il avait, de retour en France, été arrêté par la police française parce que il était professeur et il a été interdit d'exercice. Et il a retrouvé la liberté qu'en novembre 1940 à la faveur d'une évasion. Et finalement, il a réorganisé le Parti communiste clandestin dans le Nord, dans le département du Nord, en étant notamment nommé responsable des francs-tireurs partisans, des fameuses FTP en zone rouge. Il va être arrêté par la police française parce qu'il est communiste en mai 1942 à Coudekerque-Branche. Et ensuite, il va être condamné 15 ans de travaux forcés, etc. Bref, il va être ensuite déporté en Allemagne par le dernier train de l'Os, le 1er septembre 1944, et il va connaître les affres de la déportation, Sachsenhausen, Buchenwald, etc. Et il va même jouer un rôle important lors de l'insurrection, dans le dernier jour de la libération du camp de Buchenwald. Il va jouer un rôle important dans l'insurrection qui a eu lieu à ce moment-là. Et le troisième personnage communiste que je voudrais citer, c'est Ernest Lannoy. C'est un peintre en bâtiment. Il va devenir l'un des responsables du Parti communiste clandestin de la région de la Haute-Loire et des mouvements de résistance Front National, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu à partir des années 60. C'est quelqu'un qui sera chargé de responsable de la propagande, de la collecte d'armes, et son groupe va être infiltré par un jeune franciste qui est payé par les Allemands, et il va être dénoncé, il va être arrêté en septembre 43. D'autres résistants vont être incarcérés à la suite de cette arrestation. Il va être condamné à mort, toujours par le fameux tribunal de Lille, fusillé au port de Gondu le 29 mars 44. Alors, je voudrais terminer mon propos par les derniers drames de la résistance. Je vous ai dit que cette résistance, elle était très fragile. Elle était pratiquement inexistante parce qu'elle avait été laminée, parce qu'elle avait été démantelée par l'occupant. Et ce dernier drame de la résistance, c'est un peu... alors, comme d'habitude, j'ai oublié de vous passer les images. Donc vous avez là une photo d'Édouard de Hulf dont je vous ai parlé, qui a été quelqu'un d'important et
vraiment une tête de la résistance dunkerquoise. Et j'en arrive à Paul Machy qui était le maire de Rosendal, qui est disparu en déportation, qui lui aussi, en compagnie d'ailleurs de Jean-Marie Fossier, a été déporté par malchance par le dernier train de l'Os, le dernier train de l'Os, c'est-à-dire le dernier train qui part de la prison de l'Os, qui arrive à Tourcoing, qui ne peut pas être arrêté, qui n'a pas par la résistance, ni la résistance française ni la résistance belge, et ce convoi, eh bien, prend la direction des camps de concentration, et on va retrouver Paul Machy à Buchenwald. Bon, il était résistant au titre de Libération Nord, c'est-à-dire le groupement de résistance qui rassemblait des figures ou des militants d'obédience de socialistes ou de la SFIO. Et eh bien, lui, il va être dénoncé également par ça, c'est trouble. Bon, mais je voudrais pas entacher la mémoire de Paul Machy. Disons que pour la version officielle, et ça c'est vrai, il a prononcé un discours où il annonçait la défaite allemande, un discours qu'il prononçait devant une réception de membres du jardin ouvrier de Rosendal. Le collaborateur qui a été chargé de le suivre, eh bien, a noté ce qu'il disait, l'a transmis à la Kriegsmarine, au service de police de la Kriegsmarine, et c'est ainsi que, eh bien, il a été arrêté. Il a été condamné par un tribunal allemand à 3 ans de travaux forcés pour attitude hostile envers l'Allemagne, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à l'os, puis déporté par le dernier train de l'os. Autre drame de la résistance dunkerquoise, eh bien, c'est celui des fusillés du Fort des Dunes. Alors, je vous ai mis une carte là sur la libération de la Flandre maritime par les troupes canadiennes. Hein. Les troupes polonaises, elles sont en dessous. Hein. Le littoral est essentiellement libéré et la Flandre par les troupes de division blindée canadienne. C'est pour vous montrer que Dunkerque est complètement isolé, que l'objectif des Alliés, c'est pas Dunkerque, c'est pas Ostende, c'est Anvers pour récupérer le port qui est en bon état. Donc, faut se placer dans ce contexte, c'est-à-dire que Dunkerque devient une poche de résistance qui est dirigée par l'amiral Frisius. Qui est jusqu'au boutiste. C'est un nazi frénétique qui va tenir jusqu'au 9 mai 1945. Alors, cette résistance, je vous l'ai dit, est affaiblie par les démantèlements successifs. Et pour en revenir aux fusillés des forts des Dunes, eh bien, le capitaine de Wulf, qui a la responsabilité de groupes de résistants, est nommé en septembre 44 à la coordination des activités des groupes de résistance du secteur de Dunkerque. Alors ce sont bien souvent, le plus souvent des jeunes hommes qui n'ont aucune expérience militaire, et qui vont, j'ai toujours été bon, non, et qui vont commettre des actes maladroits, je dirais. De Wulf leur a passé des consignes qui sont très précises. Éviter les accrochages avec des formations ennemies importantes, s'en prendre à des isolés en dehors des agglomérations, les faire prisonniers pour les remettre aux Alliés dès leur arrivée, récupérer leurs armes,
et également modifier le sens des pancartes routières pour perturber la débâcle allemande. Et le 4 septembre à Rosendal, eh bien, il y a des jeunes FFI, puisqu'on les appelle comme ça, Force française de l'intérieur, qui sont prêts à découdre avec l'occupant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rater leur coup, tout simplement. Ils sont un peu trop impatients. Ils vont s'en prendre à un militaire allemand, et puis ils vont être arrêtés. Ils vont être interrogés, ils vont être jugés d'une façon expéditive, et ils vont tomber sous les balles quelques jours plus tard, sous les balles allemandes au fort des Dunes. Alors ce qu'il faut retenir, et ce sera là ma conclusion, c'est que la résistance dunkerquoise, de même celle de la Flandre intérieure, a payé un lourd tribut à la libération du territoire. Arrestations, condamnations à mort, exécutions, déportations se sont succédées lors de ces 4 années. Et pour beaucoup, eh bien, de résistants dunkerquois, cet engagement patriotique ne s'est pas arrêté à la libération de la Flandre en septembre 44. Nombre d'entre eux ont rejoint l'armée régulière pour combattre encore 8 mois sur le front oublié de Dunkerque, dont la libération est intervenue seulement le 9 mai 1945. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre entière disposition pour répondre aux questions. Bien, mon cher Patrick, après cette plongée historique dans les heures sombres de notre pays pendant l'occupation, la parole circule. Si quelqu'un veut prendre la parole, un complément d'information. Il y a quelque temps à la télévision, on a eu un excellent reportage que j'ai beaucoup apprécié sur les personnes qui avaient infiltré les réseaux de résistance et dont on a retrouvé les dossiers récemment déclassifiés à Paris. Et c'était intéressant parce qu'on voyait un petit peu le mécanisme par lequel la police allemande arrivait à convaincre ces Français de participer à l'arrestation des résistants. Alors je voulais savoir si, en ce qui concerne les réseaux de résistance dunkerquois, si on connaît l'identité de ces personnes qui les ont infiltrés, et aussi par la suite, ils ont pu être jugés, interrogés, si on a des informations sur eux. Ou sur elles, puisque paraît-il, il y avait une femme. Alors, en ce qui concerne ces personnes qui ont été infiltrées, comme je l'ai dit, hein, c'était, il n'y avait pas de motif pour la plupart, hein, pour la plupart, il n'y avait pas de motivation idéologique. C'était surtout des motivations financières. C'était des gens qui étaient rémunérés. Les Allemands les appelaient les Wehmann. Voilà. Alors, que sont-ils devenus? Bon, à la Libération, il y en a beaucoup qui ont disparu dans la nature. Il y en a, concernant Dunkerque, il y en a 2 qui sont passés en justice, la justice de la Libération. Justice de la Libération qui souvent d'ailleurs était une justice parfaitement expéditive. Hein, ça a été très, très rapide. Ils ont été fusillés. Aucune femme n'a été fusillée, sauf une a été incarcérée. Mais il y a souvent l'identité de ces Wehmann, eh bien, n'ont pas été connus parce que les archives allemandes, eh bien, les archives de la Wehr sont parties quand il y a eu l'évacuation des troupes allemandes. Donc, on doit pouvoir retrouver certains dossiers en Allemagne, mais c'est pas sûr. Faudrait plutôt chercher ces dossiers du côté de l'Union soviétique, parce que beaucoup d'archives allemandes, de la Wehrmacht, se trouvent, même si certaines ont été rapatriées,
se trouve encore à Moscou. Mais pour répondre à ta question, Jean-Louis, moi, à ma connaissance, il y a deux infiltrés qui sont responsables de la dénonciation et ensuite de la condamnation et de la déportation, qui ont été tout simplement fusillés à la Libération. Oui, merci, bonjour, Jean Sauvin. Voilà, vous avez parlé des différents réseaux, des différentes obédiences aussi également, soit l'intelligence service, soit la police, le communisme. Est-ce qu'il pouvait arriver sur les différents réseaux de la forme maritime qu'il y ait des dissensions à l'intérieur de ces réseaux, parce que justement, il était soit le communiste, soit le police, soit l'intelligence service, ou est-ce qu'au contraire, ces réseaux sont plutôt assez bien organisés et clairs de ce côté? Bon. À ma connaissance, il n'y a pas de dissension interne au sein de ces réseaux, tout simplement parce que les missions qui étaient affectées notamment par l'intelligence service et après par le BCRA, c'est-à-dire les services secrets, le service de renseignement de la France libre, étaient des objectifs très très précis. Hein. Donc, il n'y avait pas. D'autre part, il ne pouvait pas y avoir non plus au sein de chaque réseau des dissensions politiques, puisque ces réseaux étaient, par la force des choses, tout au moins vers la fin de la guerre, très politisés. Et il y avait le phénomène de cloisonnement qui intervenait. Les communistes agissaient dans le sens où ils avaient déterminé l'action. L'OCM, qui était gaulliste, continuait son travail pour le BCRA de Londres, et les Anglais transmettaient à l'intelligence service. Alors, il n'y avait pas, je dirais que les seules dissensions qui pouvaient apparaître au sein, et ce n'était pas forcément des dissensions, c'était la confrontation qu'il pouvait y avoir entre des gens, des personnes qui étaient d'un âge mûr, qui avaient pu connaître 14-18 par exemple, ou qui avaient une quarantaine d'années, je dirais, en 1940, et des jeunes éléments qui étaient pressés, je dirais, d'agir, et qu'il fallait absolument contrôler. Mais en résumé, la résistance était quand même très politique. Pour prendre le cas du réseau Alliance de Marie-Madeleine Fourcade, le créateur de ce réseau, c'était Léon Faye, qui était un militaire issu de l'aviation, et c'était une personne d'extrême droite. C'était un maurassien. De la même manière, les premiers réseaux d'opposition à l'Allemagne et d'opposition à Pétain étaient d'ailleurs des réseaux d'extrême droite, aussi bizarre que ça puisse paraître aujourd'hui. Hein? Donc, si vous voulez, le cloisonnement politique était assez bien organisé dans les filières de la résistance. Et comme je vous l'ai dit, c'était des gens qui étaient certes pilotés, encadrés, ils savaient où ils devaient déposer les renseignements, etc. Mais au moins jusqu'en 1943, jusqu'en fin 1943, ils ne savaient pas pour qui ils travaillaient. Ils ne savaient pas qu'ils travaillaient pour les Anglais, s'ils travaillaient pour De Gaulle, s'ils travaillaient pour quelqu'un d'autre, ils ne savaient pas. Et on a, c'est le cas par exemple du réseau de Grand-Fort-Philippe, qu'on a appelé le groupe Évasion. Eh bien, ce réseau a été appelé après la guerre réseau, réseau qui était l'une des branches du réseau Shelburne. Hein? Le réseau Alliance
dont je vous ai parlé, j'ai dit les membres du réseau Alliance, Bompal, Henry, etc. Ce nom d'Alliance est apparu après leur déportation, après. Donc, si vous voulez, c'était. Je crois que les résistants étaient des patriotes. Ils avaient une conscience politique où ils en avaient pas, mais il n'y avait pas de vraie dissension politique au moment de l'occupation. Par contre, les dissensions politiques, elles sont apparues tout de suite après la guerre, tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais, quand je présidais l'association Mémoire, eh bien, il y avait un climat de haine farouche qui avait perduré pendant 30 ans entre des résistants qui avaient des opinions politiques différentes, entre des gens comme Edgar Dalandre sur l'île, qui étaient des personnages, des gaullistes assez fantastiques et purs et durs, et des gens qui, comme quelqu'un qui est devenu mon ami, et qui était l'écrivain André Pierrard, qui était un militant communiste, et qui était député communiste de la guerre qu'à la Libération d'ailleurs. C'était des gens qui sont devenus irréconciliables, mais après la guerre. Bon, alors les gaullistes pendant la guerre pouvaient dénoncer quelques actions malheureuses opérées par certains communistes, mais ça s'arrêtait là, je dirais. L'objectif commun, c'était de foutre les Allemands dehors. C'était ça l'objectif commun. Il n'y avait pas les divergences sont apparues bien après, quand il s'est agi de partager le pouvoir à la Libération. Hein, et De Gaulle d'ailleurs a eu l'extrême habileté de temporiser, temporiser à la fois sur le plan des dissensions qui avaient pu naître. Et des confrontations qui naissaient entre gens issus de groupes de résistance, et temporisé aussi en termes d'épuration. Hein, les fonctionnaires de Vichy qui étaient responsables d'un certain nombre de choses, et des choses pas très agréables, eh bien, ont été maintenus en fonction ou condamnés qu'à des peines légères et récupéré leurs fonctions, tout simplement parce que la France avait besoin d'un tissu administratif pour agrandir. C'est la vie de la France, en quelque sorte. Une vie de France que monsieur le député connaît bien. Merci. Régis Berthelot, club des cinéastes amateurs dunkerquois. Nous allons bientôt faire une petite diffusion à la salle du Hameau des Neiges vers Tétéghem. Je pense que vous avez... J'ai l'invitation, j'ai reçu l'invitation, et cette invitation va être diffusée à tous les membres de la Société d'Histoire. Donc nous avons... 9 décembre, c'est ça? C'est parfait. Donc au club, hein, je parle au nom de mon président Christian Decuve, hein, on a recueilli pas mal de témoignages, et puis moi c'est ce qui me passionne un peu au niveau du club, faire des choses intéressantes sur l'histoire. Donc nous avons le témoignage de M. Roland qui a participé à l'opération Dynamo. Nous avons également recueilli un témoignage d'un centenaire, M. Aumaître, qui est venu au musée Dynamo. On a réussi à l'intercepter, ça a été un coup de chance fabuleux parce qu'il nous parle d'un acte de résistance. Il était conducteur de char et il est arrivé à Dunkerque et il s'est mis en point de résistance au niveau du canal de la Colme, là en face probablement de la poste de Voimier. Donc on a son témoignage d'une vingtaine de minutes, c'est absolument remarquable, on est accroché à ses paroles. On a également un témoignage sur le crash du Lancaster à Sox dans la nuit du 23 au 24 juin 1944.
Et puis vous aurez également mon humble témoignage du tournage du film Dunkerque, qui était une page d'histoire à ciel ouvert. J'ai eu la chance d'être en retraite à l'instant T, et j'ai passé 5 semaines sur le tournage du film. Donc j'ai pas mal de rush sur le tournage du film. Simplement, pour revenir sur, vous disiez tout à l'heure sur les fusillés du fort d'Edwin, qui étaient de jeunes résistants, qui étaient peu encadrés, c'est ce que vous disiez? Oui, c'est ce que j'ai dit. Enfin, quand j'ai dit, bon, la plupart étaient jeunes. Hein. Il y avait le père et le fils. La plupart étaient jeunes. Oui, effectivement. Oui. Donc, je voulais simplement vous dire que je me souviens d'un récit de mon grand-père qui habitait Bissezel et qui a été confronté à ce problème-là avec des jeunes qui ont voulu intervenir à la dernière minute alors que les Canadiens étaient à Zélias-Capelle. Et ils ont voulu faire le coup de feu à Bissezel, et je sais que mon grand-père est intervenu près de ces jeunes en essayant de les raisonner, en leur disant: les gars, c'est plus la peine, les Alliés sont là, de peur de répression sur les civils. Quoi. Oui, d'abord vous transmettrez toutes mes amitiés à la Christian Bécu, parce que Catherine et moi on a travaillé à une certaine époque avec votre club pour justement des projections de films qui étaient liés à la reconstruction, hein. À la reconstruction du corps. Oui, absolument. À la reconstruction du corps. Oui, alors pour justement, il fallait, c'était tout l'enjeu je dirais, d'Édouard de Wulf, c'était d'essayer de passer des messages pour que les gars ils se calment. Hein, c'était des jeunes gamins qui n'avaient jamais touché un fusil, qui voulaient faire le coup de feu, et de Wulf avait attiré l'attention de ces groupes qui se formaient et qui ont d'ailleurs pour la plupart rejoint les groupes armés qui se sont battus sur le front Dunkerque par la suite, et en leur disant: ne sous-estimez pas une armée en retraite. Ils sont capables de tout. Et c'est pas parce que sur certaines photos on les voit partir, les Allemands, sur des charrettes avec c'est une célèbre photo qui était prise, je crois, à Bourbourg ou quelque part dans cette région-là. Ils avaient une capacité de réplique qui était phénoménale. La chance qu'ils ont eue, c'est qu'il n'y avait pas de troupes SS qui les accompagnaient. Autrement, ils auraient pu faire des oradours un peu partout lors de la retraite. Alors, tant que j'y suis, une dernière anecdote, toujours chez mes grands-parents à Bissezel. Donc les Canadiens sont arrivés à Bissezel. Ça a été immortalisé par les célèbres photos de Jeanne de Vos, n'est-ce pas? Et le PC de commandement s'est installé chez mes grands-parents, c'était un café, un estaminet. Donc ils ont passé une nuit. Toute la colonne blindée canadienne s'est arrêtée là. Et j'ai mon père qui avait à l'époque 18 ans, on voit d'ailleurs sur les photos, preuve irréfutable. Mon père m'a toujours dit: on a été filmé par les reporters canadiens. Je pense qu'il serait possible de retrouver dans les archives canadiennes. Je ne me suis jamais intéressé au sujet. Si j'ai vaguement tapé sur Internet, mais on ne voit pas au bout des choses. Et il y aurait peut-être un moyen de retrouver ces images d'archives. Alors, il y a certainement moyen de retrouver ces images d'archives. Elles se trouvent soit au Canada, soit en Angleterre, mais plutôt en Angleterre parce que c'était Montgomery, donc qui avait les Canadiens sous ses ordres. Donc faut voir si c'était des opérateurs canadiens anglophones, francophones, parce qu'il y avait le régiment de Maisonneuve, c'était des Français, enfin des Canadiens qui parlaient des Canadiens français.
Donc il faut voir, mais ça doit pouvoir se retrouver. Hein. Quand on a monté les films pour la coupole de Miserne, par exemple, eh bien la plupart des films provenaient de l'Imperial de l'Imperial War Museum. Mon ami Yves Lemaner est allé en rechercher aussi à Washington, où il y avait des films intéressants sur l'avancée des troupes, sans qu'on soit parfois capable de vraiment localiser où ça se situait, quoi. Il y a que des gens du cru qui sont capables de dire tiens, ça se passait à Uctezel ou à Bissezel, mais autrement c'est assez difficile à resituer parce que bon, ils ont vraiment balayé, quoi. Ils avaient et puis ces films servaient pour la propagande. Ces films étaient diffusés en Angleterre, ils étaient diffusés aux États-Unis et ils étaient diffusés au Canada. Donc c'était une opération de communication parmi d'autres. Quelle était l'attitude de la population et des politiques de l'époque vis-à-vis des mouvements de résistance? Est-ce que c'était du soutien? Est-ce que c'était de l'hostilité? C'était pas du soutien, c'était pour certains c'était pas du soutien, c'était de la prudence. C'était de la prudence. Bon, il faut se mettre à la place d'un élu. Les municipalités sont dissoutes par Vichy. Elles sont nommées. Bien souvent, ce sont des maires qui faisaient partie d'un conseil municipal du conseil municipal précédent, qui étaient issus du conseil municipal précédent, ou qui exerçaient des responsabilités économiques. C'était le cas par exemple à la chambre de commerce. Si on prend le cas de Dunkerque, bon, Charles Valentin était mort en 39, donc Ouattara, qui lui a succédé, n'a pas duré longtemps. Et puis c'est Paul Verlet qui a pris les rênes de la ville. Bon, c'était quand même c'était pas la facilité pour ces maires. Que ce soit pour Paul Machy ou pour Verlet, les maires communistes, ils avaient été évacués tout de suite. Hein, donc ça, c'était clair. Par contre, le préfet Karl avait auprès des Allemands, parce que faut savoir aussi que la nomination d'un maire sous l'occupation en zone dans le Nord-Pas-de-Calais tout au moins devait recevoir une validation allemande. Le préfet proposait un nom, et si les Allemands étaient d'accord, il était nommé. Il y avait toujours cette navette entre les commandantures et la préfecture du Nord. Pour la Flandre, en général, que ce soit la Flandre intérieure ou la Flandre littorale, je dirais que il n'y a pas eu. Tous les maires ont essayé de composer avec l'occupant dans l'intérêt de leur population. Et les besoins de la population étaient énormes, parce que l'essentiel de leur boulot, c'était quand même de loger et de ravitailler. Hein? Ensuite, les maires ont joué un rôle dans la résistance, notamment pour le ravitaillement de ceux qui avaient échappé au STO, ceux qui avaient c'était soustrait au STO. Ça a été le cas de Paul Verlet, ça a été le cas de Paul Machy. Beaucoup de maires ont appartenu vers la fin de la guerre au fameux NAP dont je vous ai parlé, qui était noyautage des administrations publiques, qui était une résistance, je dirais, administrative à l'occupant. En Flandre, il n'y a pas eu de cas de collaboration flagrante et idéologique avec l'occupant. Loin de là. Les maires ont été, on peut dire, d'excellents gestionnaires pendant cette période, dans la mesure des moyens dont ils disposaient, parce que ils étaient soumis constamment à des réquisitions allemandes.
Hein, bon, il fallait quand même faire preuve d'organisation pour pouvoir pallier à tous les interdits qui étaient énoncés par l'occupant. Hein. D'autre part, si vous voulez, ils étaient potentiellement des otages. Ils pouvaient devenir des otages au cas où il se passait quelque chose une attaque contre un officier allemand, un acte violent qui était commis, un sabotage, etc. Les Allemands pouvaient très bien considérer que, et ça s'est produit d'ailleurs, que le maire et le conseil municipal soient désignés comme otages et puis gardés au secret pendant une semaine, quoi. Moi, ce que je peux vous dire pour les maires, ce qui était le cas des maires de l'arrondissement de Dunkerque, les maires, par contre, avaient des contacts avec les responsables de la résistance. Ça, c'est sûr et certain. Dans quelle mesure ils les ont aidés, on ne le sait pas. Mais ils étaient à la fois neutres, prudents et bienveillants à l'égard des résistants qu'ils connaissaient, en leur recommandant d'ailleurs d'être très prudents. Et la population? La population était faut se mettre dans le je dirais dans le contexte d'une population qui a été bombardée à outrance, hein, en 1940, du 18 mai au 4 juin. Une population qui a énormément souffert. On vient de faire le recensement des victimes civiles pour Dunkerque, l'actuel Dunkerque, si vous voulez, hein, pour Mardic, Saint-Paul, Rosendal, Malo, Dunkerque Centre. On en arrive à 737 victimes civiles, plus à peu près 200 inconnus. Autrement dit, 1000 victimes civiles. En combien de jours? Calculez, hein. Principalement entre le 24 mai et le 4 juin. Donc c'est une population qui a énormément souffert. C'est une population qui, je dirais, les morts qu'on a relevés, qu'on a recensés, c'était pas des notables. Les notables avaient pris leur voiture et étaient partis avant, hein. Donc c'était vraiment une population ouvrière, classique, je dirais, qui n'avait pas les moyens de fuir ou qui ne pouvait pas, quitter Dunkerque et qui a subi ces bombardements. Et puis on se retrouve tout de suite après, parce que faut pas croire que les bombardements sont arrêtés le 4 juin 40. Les bombardements de la zone littorale ont recommencé. On recommençait à partir de juillet, août et septembre 1940, tout simplement parce que les Allemands avaient concentré des troupes pour effectuer, comme je l'ai dit, une opération de tentative de débarquement en Angleterre qui était abandonnée par la suite. Donc les avions anglais revenaient bombarder Dunkerque et sa région. Donc c'est une population qui était constamment sous les bombes, qui la plupart du temps, qui à chaque alerte devait descendre à la cave, qui avait un ravitaillement qui était très aléatoire et qui vivait dans des conditions qu'on retrouve maintenant en Ukraine finalement. C'est exactement les mêmes conditions, nombre de morts, ravitaillement, etc. Donc c'est une population qui, en plus, malgré les bombardements, malgré que les Anglais bombardaient, etc., qui croyait en l'Angleterre, qui croyait aux Anglais, qui croyait à l'Angleterre. Il y avait une anglophilie qui était, qui peut paraître surprenante, mais qui était, comme je le dis en introduction, qui était issue
des contingents britanniques qui avaient été dans la région en 14-18. Donc, alors on me dirait que c'est vrai qu'à Grandfort, les marins de Grandfort, ils aiment pas beaucoup les Anglais. Ça c'est vrai. Mais c'était pas un cas général parce qu'ils avaient eu des problèmes avec la Royal Navy ou avec un problème de pêche, etc. J'en passe des meilleurs. Mais c'est vrai qu'ils n'aimaient pas tellement les Anglais, que dans la marine on n'aimait pas tellement les Anglais. Mais la population était restée très anglophile et supportait les malheurs de l'occupation, sans s'engager pour autant dans la résistance. Hein, Albert Hulot, après, déjà, on va parler de Butsino. Si Ouais. on montre sur le Butsino, réellement, mes paroles, on connaît aussi. Je crois que mes parents travaillaient chez lui, il y a une boucherie, ses parents. Et Butsino était en pleurs, il dit qu'est-ce qui t'arrive? Un jour et demi, il doit arrêter. Alors, d'après les renseignements, on dit ouais, je suis pas jeune, je suis 17 ans. Mais Butsino, il a été filtré. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a contacté, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, c'est pas. Oui, il y a eu beaucoup de... Il a été contacté par quelqu'un qui se faisait pour passer, justement, comme vous disiez tout à l'heure, un aviateur anglais. Alors, ils ont opéré, en bol, il s'est fait arrêter. Mais nous sommes quand même, nous l'avons raconté, il n'a pas été retenu sur leur fortune, il a cité, dans toutes ces histoires de l'avion. C'est donc, je ne sais pas si vous avez connu l'histoire, mais si vous en connaissez un peu. Ouais, je connais un peu cette histoire. Et il y a eu d'ailleurs une opération de l'armée allemande, qui a consisté à diffuser le portrait d'un aviateur britannique. Homme recherché, etc., etc., etc. Et ça, c'était justement pour inciter les résistants à ne pas, je dirais, aider des aviateurs britanniques qui pouvaient, parce que la filière était compliquée quand même, hein. Un aviateur britannique qui était pris en charge à Dunkerque, en général, il était conduit sur la gare d'Innsbruck, où il était repris en charge par des gens que les Dunkerquois ne connaissaient pas. Parce que tout était bien cloisonné. L'intelligence service, elle faisait son boulot de façon impeccable. Et ensuite, il se débrouillait pour rejoindre l'Espagne ou le Portugal. Alors ça a dépendu aussi ça dépendait de la zone d'un franchissement de la zone libre, mais après il n'y avait plus de zone libre puisque les Allemands avaient envahi le reste de la France. Donc il y en a pas mal qui passaient par la Méditerranée, qui rejoignaient Gibraltar. Hein. Mais l'essentiel passait par l'Espagne, le Portugal qui était neutre à cette époque-là, et après il remontait par hydravion ou par bateau sur l'Angleterre. Et ça pouvait leur prendre 2-3 mois hein, pour rentrer. Bien, mon cher Patrick, c'est vrai qu'on pourrait rester des heures à t'écouter, et je pense que si on continue, on va devoir commander des pizzas. Et donc, toi que je fais le tour pour demander ce que les gens préfèrent, ça va faire vite. Bien, en excusant le départ de monsieur le sénateur retenu par notre obligation, je pense qu'on peut donner la parole à monsieur Christophe, député de la 14e circonscription.
Non, on peut toujours le faire, ça dépend de temps donné. Je ne sais pas si c'est raisonnable d'ailleurs, parce que maintenant c'est pas à l'Assemblée tout ça. C'est pour ça qu'on met un chrono, en général, ils ont 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Donc, tout simplement pour remercier Sonic Pincard et Toinette de votre invitation à venir à nouveau à Grandfort, c'est un lieu qu'on a un grand plaisir à bien retrouver, à fréquenter et surtout en votre compagnie, mes chers amis. Puis la sympathie, évidemment, que je peux témoigner auprès de Patrick, j'ai toujours un grand plaisir à l'écouter. Et c'est un plaisir quand on est en charge de responsabilité de bien écouter les autres. Parce qu'on apprend toujours quelque chose. Avec Patrick, on sait toujours que c'est travaillé, ciselé, même si, bon, les images, on ne les a pas toujours dans l'ordre. Et ça, on lui pardonne bien volontiers. Alors tu as raison, la résistance, en t'écoutant tout à l'heure, je me disais qu'il y avait plusieurs formes de résistance finalement sur notre territoire. En ce matin, pour la petite histoire, nous étions à tête de game au quelques villages, rue de la 32e nuit, dans ce qu'on appelle le cimetière militaire. On a effectivement une stèle en hommage aux militaires qui se sont battus jusqu'à la dernière cartouche, mais aussi un monument destiné aux victimes civiles. Alors, ce matin, c'était pour une stèle en hommage au général de Gaulle, mais c'est une autre histoire. Et on a un grand plaisir à se retrouver donc, au Hameau-Neige, à la salle du Hameau-Neige, au camping, donc, le 9 décembre prochain, pour poursuivre, revisiter quelque part notre histoire. Et revisiter notre histoire, c'est aussi ne pas oublier et ne pas reconnaître les erreurs que l'allusion à l'Ukraine. On voit combien ces images peuvent se superposer à notre propre histoire. Il y a la résistance active, donc tu en parlais tout à l'heure, avec donc, je dirais, les héros de notre quotidien. Très justement, tu as eu la prudence de dire que voilà, la résistance n'était pas si évident que ça. Vous êtes à côté parce que, à la fois, il ne fallait pas trop la côtoyer, il ne fallait pas les faire porter des risques, finalement, à ceux qui perpétuaient ces actions. Et puis, aussi ne pas exposer les populations exagérément. Je fais un parallèle avec Aurelia-sur-Glane, mais heureusement, on a évité sur nos propres territoires. Il y a aussi une résistance passive. Voilà, les citoyens qui, finalement, enrayaient la machine. Tu as dit la machine administrative, il y a aussi la machine agricole, le transport. Voilà. C'était une façon de provoquer, finalement, des retards dans l'action allemande en freinant de ci, de là, et bien, les demandes qui étaient formulées. Puis, finalement, aussi les témoignages des héros, quelque part, voilà, des figures qui ont émergé et qui ont contribué aussi, au travers du Conseil national de la résistance, à refaire, finalement, donner une dynamique à la France en sortie de guerre. Aujourd'hui, on tend à s'en inscrire encore, tu vois, donc le CNR, même si l'hiver a changé de rôle. Mais en soi, on voit que combien l'action des uns des autres a été importante à ce niveau-là. Et puis moi, j'ai même en image, je suis toujours obligé de parler de Sukkot, c'est impossible pour moi de en parler, mais voilà, certains ont été soignés à Sukkot, sont devenus des résistants après. Et j'ai même l'image, j'en parlerai pas trop parce qu'on en parlera dans un livre prochainement avec mon appelé de notre boulot, et l'image d'un homme qui tout jeune, était dans le sud du département du Nord, malheureusement dans une zone où les carences étaient assez fortes, notamment au niveau alimentaire. Il est victime, en jouant avec ses camarades, ses frères et sœurs, ses camarades, d'un accident. Il est heurté, il a touché la colonne vertébrale. Il est perdu pour les médecins, son espérance de vie sont très réduite, et il sera soigné à Zuidcote. Donc en 14-18, il va faire partie de l'aventure de la vie du sanatorium. Donc il sera exilé, il reviendra, etc. Mais il sera soigné. Il aura une déformité, il ne sera pas très grand. Il aura appris le métier d'horloger, parce qu'aussi à l'époque, on savait qu'on apprenait le métier, et il devient résistant. Malheureusement, il sera aussi son tour arrêté, torturé, rejoint par des élèves, et puis il ne survivra pas malheureusement. Je pense que toutes ces histoires de femmes et d'hommes doivent nous inspirer aussi de ce que peut être notre société demain, lorsqu'on travaille ensemble. Même s'il y a eu quelques dissensions politiques en leur temps, on a vu qu'à un moment donné, on a su aussi travailler tous ensemble pour reconstruire le pays. Je pense qu'aujourd'hui, notre société a besoin aussi de faire corps avec un but commun. On pourrait également s'inspirer de ces femmes et ces hommes qui, quelque part, nous ont aussi éclairé le chemin. Et ce parallèle avec l'Ukraine, effectivement, est très parlant aujourd'hui. Ils vivent aussi ces bombardements, tu l'as dit tout à l'heure. Je me souviens, au début de mon mandat de maire à Zuidcote à l'époque, les plus anciens me partageaient ce qu'ils avaient connu en tant qu'enfants, finalement, ce qui les concernait, et ils me disaient que ce qui était l'image qu'ils avaient de cette époque, c'est que leurs propres parents, au retour de la guerre, ceux qui étaient partis en exode, avaient dû avoir la souffrance d'achever la démolition de leur propre logement pour pouvoir reconstruire. Je t'avais donné les photos. Et je mets les photos de la ferme des Soirs d'ailleurs, très parlant, et pas que. Et donc, ces images-là, lorsqu'on regarde ce qui se passe en Ukraine, on se dit que malheureusement, au-delà de la libération qu'on leur souhaite, il y aura aussi beaucoup à reconstruire, et ils auront aussi besoin simplement de notre solidarité. En tout cas, merci pour ce condensé à niveau d'histoire que tu as pu nous proposer au travers de cette prise de parole. Merci à vous pour vous éclairer et puis à nous apprendre quelque chose. Merci à vous.
Merci, mon cher Paul. Merci, Patrick. Avant de conclure et de passer au gars du souvenir de l'amitié, bien sûr, la parole à M. le gars Philippe Lincoln. Ah ouais, André, j'ai bien parlé. Je dis pas bien. Non, j'ai bien. J'ai envie de dire, et je vais le dire, merci. Merci à Patrick. Je suis très heureux, très ému que cette conférence ait pu être menée. Merci à toi ainsi qu'à Catherine qui t'accompagne. Et puis à l'association que tu présides. On a, au cours de notre déjeuner de ce midi, évoqué l'idée proposée par Patrick de pouvoir continuer ce cycle de conférences ou causeries, comme on dit chez nous, notamment sur la pêche à Islande. Donc sachez que les services de la médiathèque, dirigés par Valérie Chevalier, que je remercie, vont prendre à tâche, déjà été le cas, les coordonnées de ton ami conférencier Jean-Pierre Mélis. Jean-Pierre Mélis, et j'espère qu'il pourra venir chez nous parler de l'Islande, de la pêche à Islande. L'enfant Philippe, comme sur le bassin, on est plus que concernés. Pour revenir à cette conférence, je voudrais remercier vraiment Patrick, parce que c'est vrai, le temps passe. En 2006, donc il y a 16 ans, on avait organisé une conférence aussi à l'Espace Jeune, à l'époque ça s'appelait comme ça, du centre socio-culturel. Donc, pour les plus anciens, le grand patronage. Hein, voilà. Et Gut était là. Ouais. Gut Finot était là. Et je me souviens qu'il avait souri, parce que j'avais dit, et je vais dire la même chose en parlant de quelqu'un d'autre, il y a une similitude, mais je vais me faire engueuler tant pis. J'avais dit en parlant de Gut, mais vraiment spontanément, c'est un grand homme. Et pour qui se souvient de Gut Finot, il fait 1m60, 65, hein. Et on a un autre grand homme qui est ici parmi nous, cet après-midi au premier rang. Mais c'est André Demazir. Voilà. Alias Jim. Son nom de code c'était Jim, puisque André était engagé dans le maquis. Et André est contemporain de Robert, puisqu'André, il n'en voudra pas, il est en 1925. Et il aura 98 ans le 4 avril prochain. Avec sa fille André qui veille sur lui, avec beaucoup de tendresse, de courage. Et donc André, c'est aussi un grand homme, un grand monsieur, deux grands forfunés. Et je suis vraiment très heureux qu'il ait accepté d'être là parmi nous, parce que comme je dois parler comme un ancien, mais je me souviens que Gut avait beaucoup de mal à parler de ce qu'il avait vécu, de ce qu'il avait fait, par humilité. Et souvent, les grands bonhommes qui se sont engagés, qui ont fait des choses extraordinaires, ont du mal à en parler. Ils n'aiment pas trop en parler, ils sont un peu gênés avec ça. Et André, il en fait partie, alors c'est pour ça qu'il me faut tirer les oreilles demain ou après-demain, parce que j'ai plaisir à le voir souvent, et je veux vraiment lui dire à quel point je suis très heureux et très ému qu'il soit là parmi nous cet après-midi. Voilà, c'est important parce que lui, il a vécu ce qu'avait exposé Patrick du haut de ses 17 ans, 15, 17 ans, 18 ans. Et puis en plus, André, il a fait plein de maquettes de bateaux, hein, André, qui sont encore au musée de la mer, et que je vous invite à découvrir. Donc, voilà, je suis vraiment très heureux qu'il soit là. Mais pour revenir à Patrick, je veux le remercier, et pas seulement le dire de vive voix, je voudrais lui remettre quelque chose. Pour l'ensemble de son œuvre, qui n'est pas terminée, hein,
Il est. Mais je voudrais lui remettre quelque chose au nom du conseil municipal et au nom de la municipalité, Patrick, pour l'ensemble de ton œuvre, parce que ça a été dit dans le portrait qu'Hervé a présenté, et je veux remercier aussi naturellement Hervé, Marjorie, les élus qui sont là, Charline, excusez-moi, Jacques, pardon, et puis tous les collègues du conseil municipal, et ainsi que les présidentes d'associations, naturellement, puis les habitants. Mais je voulais les remercier particulièrement parce que ils ont fait un travail d'arrache-pied pour préparer cette conférence, préparer ce qu'il faut pour qu'on soit bien, et finalement on est bien venu ici dehors. Et je voudrais, Patrick, te remettre donc la médaille de la ville de Grand Forfait. Voilà, parce que, pour finir mon propos, parce que Paul l'a dit, et je remercie Paul aussi, mais il le sait, entre nous, on n'a plus besoin de se remercier, mais quand même, et Jean-Pierre, parce qu'ils sont toujours là, de côté, et puis en plus, Paul était là, et Jean-Pierre, quand on a fait la cérémonie en hommage à Robert Clugot, et à André, et je veux le remercier, Patrick, parce que le travail de mémoire, c'est primordial, c'est capital. La mémoire collective, il faut l'entretenir, il faut la transmettre, chacun à son niveau. Et dans notre bonne vie, la dimension humaine, c'est important de le faire. Et grâce à Patrick, moi j'ai appris plein de choses. Il y a plus de 15 ans, j'ai encore appris des choses aujourd'hui, on va encore en apprendre. Parce que ces ouvrages vont venir étayer la belle médiathèque. Cette causerie, je veux remercier aussi nos collègues, elle est filmée. Elle a été filmée, ça veut dire que celles et ceux qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, ils pourront en profiter. Même, pour tout vous dire, on a discuté avec les écoles, le collège notamment. Vous savez qu'en 4e, 3e, on a le programme de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le collège va s'appuyer, s'inspirer aussi de cette causerie pour pouvoir enrichir et entretenir la mémoire. Voilà, c'est important. Et on a aussi une gerbe, un beau bouquet de fleurs. Je te propose de me remettre, Hervé, à Catherine. Voilà, si elle veut bien l'accepter, je pense que oui. Je propose qu'on l'applaudisse aussi. Et puis, pour finir, voilà, je vous rends le micro. Merci Billy aussi, naturellement, qui est toujours là. Je propose qu'on applaudisse encore très très fort Patrick, Monsieur Patrick Aubert.